vous parler du suffrage atelier, qui est donc une société d'artistes, essentiellement des femmes, qui a été formée à Londres en 1909 pour soutenir en fait la campagne pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Donc, je commence par citer l'objet que lui donne sa constitution, donc rédigée en 1909, qui lui donne pour objectif d'encourager les artistes à promouvoir le mouvement des femmes et en particulier l'accès au droit de vote des femmes par le biais de créations picturales. Donc à chaque fois que j'ai une citation, en fait, j'ai choisi de la traduire en français à l'oral et d'afficher l'original sur le PowerPoint pour que ce soit plus facile à suivre. Donc l'engagement du suffrage atelier va se matérialiser principalement par la production d'objets iconiques et éphémères, c'est-à-dire, là je le cite à nouveau, des affiches spécialement dessinées et imprimées pour annoncer les réunions et divertissements suffragistes, ainsi que des affiches politiques et électorales, des cartes postales illustrées et d'autres publications d'images, auxquelles s'ajoutent enfin des bannières dessinées et exécutées en peinture, application ou broderie. Donc le suffrage atelier fait partie intégrante du suffragisme, qui, dans le contexte britannique du début du XXe siècle, est à la fois une idéologie qui défend l'accès des femmes au droit de vote dans le cadre des élections parlementaires et selon les mêmes conditions que les hommes, et un champ politique qui est structuré autour d'organisations spécifiquement dédiées à cette revendication. Donc les visuels du suffrage atelier circulent à la fois dans ces cercles suffragistes et dans l'espace public plus généralement. Et il est important de noter qu'ils ne représentent en fait qu'une partie de la culture visuelle et matérielle du mouvement suffragiste beaucoup plus large, et qui, pour reprendre les termes de la chercheuse britannique Lisa Tickner, a longtemps été jugée trop artistique pour l'histoire politique et trop politique pour l'histoire de l'art. Donc il s'agira donc ici de revenir sur l'histoire du suffrage atelier et de démontrer que cette société conçoit l'imprimé comme une source d'émancipation politique et économique, en s'intéressant d'abord aux conditions de production de ces visuels et ensuite à leur diffusion. Donc le suffrage atelier se décrit continuellement comme une société arts and crafts, et les techniques et les conditions de production de ces imprimés sont dès le départ influencés par les préceptes de ce mouvement. Donc le mouvement arts and crafts, c'est un courant artistique qui est né au Royaume-Uni dans les années 1860 et qui était particulièrement actif et influent des années 1880 aux années 1910. Donc comme son nom l'indique, il valorise les pratiques artisanales et l'amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre, ce qui passerait en fait par la beauté des objets du quotidien. Le mouvement Arts and Crafts rejette ainsi la mécanisation et la division du travail, qui éloigne l'individu du processus créatif et des fruits de son labeur. Donc, suivant cette logique, le suffrage atelier a exclusivement recours à des techniques artisanales dans sa production visuelle destinée au mouvement suffragiste. Donc, dès 1909, dans un document qui liste en fait différentes façons d'être utile au mouvement et à la société, il invite ses adhérentes à fournir à la société des publications imprimées à la main, gravures sur bois, eau-fort, pochoirs, etc. Je vous mets juste ici deux exemples d'affiches issues du suffrage atelier. Donc, ces affiches sont imprimées le plus souvent au bloc de bois ou en linogravure et ensuite coloriées à la main. Donc, dans certains cas, par exemple, plusieurs exemplaires d'une même affiche ont survécu et on peut voir que les couleurs sont différentes puisque ce n'est pas forcément la même personne qui a fait le coloriage et du coup n'a pas employé la même quantité de peinture ou bien les mêmes couleurs. Le suffrage atelier fait également l'acquisition d'une presse typographique en 1910, ce qui lui permet de réduire ses coûts et ses délais d'impression. Donc, tous ces éléments expliquent sans doute le nombre relativement important de visuels qu'il a publiés comparativement aux autres sociétés, puisqu'il n'a pas besoin de passer par des imprimeurs commerciaux pour imprimer des affiches en couleurs plus coûteuses et plus longues à fabriquer. Un autre principe important des arts and crafts qui est repris par le suffrage atelier, c'est la valorisation du travail collectif. Donc, cela s'observe dans la réalisation des bannières, qu'elles soient brodées ou appliquées, mais aussi dans la production d'affiches et cartes postales, où se succèdent esquisses du motif, reproduction de celui-ci en gravure sur bois, impression et coloration manuelle. Et comme le tout est fait en interne au sein même du suffrage atelier, il y a vraiment à la fin l'impression d'un travail collectif sur un visuel donné. Et en valorisant justement tout autant la conception que l'exécution de ces visuels, le suffrage atelier va placer les besoins de la campagne suffragiste au-dessus de la réputation individuelle des artistes membres. Donc le plus souvent, comme pour ces deux affiches, on ne sait pas exactement qui a imaginé le visuel puisque c'est simplement signé par le suffrage atelier avec le petit sceau en forme de chouette que vous pouvez voir à droite du mot suffrage de l'affiche horizontale, en tout petit. D'autre part, le suffrage atelier s'apparente aussi au mouvement Arts and Crafts par le contenu de sa production visuelle et en particulier encore de ses affiches et cartes postales, puisque celles-ci vont proposer en fait une réappropriation des codes de l'iconographie religieuse et des beaux-arts, et ceci à des fins de propagande,
ce qui va en fait inscrire le suffragisme dans la continuité des mouvements politiques radicaux du 19e, qui vont déjà puiser dans cette imagerie pour représenter le changement social. Donc, c'est notamment le cas de Walter Crane, figure majeure des arts and crafts qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, et qui a largement contribué au développement d'une imagerie socialiste. Donc, certains motifs déployés par le suffrage atelier, comme par exemple ici, la jeune femme armée d'une lance et d'un bouclier qui en fait mènerait le combat politique, ou bien le soleil levant qui serait symbole d'espoir et de réforme, tout cela trouve un écho dans les illustrations dessinées par Walter Crane, comme ici par exemple, pour illustrer un recueil de ses propres dessins, ou bien à droite un journal syndical. Et ces similitudes vont s'expliquer par un répertoire pictural commun, c'est-à-dire que les imageries religieuses et académiques sont connues des suffragistes comme des socialistes, mais elles peuvent aussi s'interpréter comme la revendication consciente d'un héritage politique radical par le suffrage atelier. Donc les motifs employés sont souvent les mêmes, mais en revanche, le suffrage atelier se distingue des arts and crafts par le style de ses affiches, puisqu'il va délaisser les tracés élaborés au profit de visuels simples, aisément concevables et reproductibles par des artistes amateurs. Le plus souvent, les traits les aplats sont épais, et le travail de perspective est souvent réduit à son minimum, notamment lorsqu'un même visuel a vocation à être reproduit à la fois en carte postale et en affiche. Donc tout cela va découler d'un parti pris technique, qui est donc celui de l'impression manuelle artisanale, mais aussi de l'objectif des affiches, puisqu'elles sont produites dans un but politique et non mercantile ou artistique. Donc finalement, la clarté du message renvoyé doit primer sur les préoccupations esthétiques. Toutefois, et au-delà de cette utilité dans la campagne suffragiste, le suffrage atelier conçoit également la production des affiches et cartes postales comme une opportunité pour les artistes elles-mêmes. Il manifeste une volonté d'ouverture à toutes les femmes qui soutiennent le mouvement suffragiste, et ceci indépendamment de leur situation économique, de leur profession ou de leur formation artistique. Leur implication est favorisée par la variété des techniques employées, par l'exigence de simplicité dans la visuelle, mais aussi par le système de rétribution. Puisqu'en effet, ces fondatrices envisagent dès l'origine une rémunération des artistes qui vont contribuer à la campagne suffragiste. Donc, avant même l'édition de la première carte postale, la constitution du suffrage atelier prévoit, je le cite, « Le pourcentage dû à l'artiste sur des cartes postales et autres publications bon marché sera de 50% pour les 2000 premiers exemplaires vendus et de 25% sur les suivants. Le pourcentage dû à l'artiste sur les images, statuts et dessins de presse non publiés par la société sera de 75%. La conception d'affiches publiées par la société et non destinées à la vente sera indemnisée par la société au tarif convenu entre l'artiste et la société. » Donc le suffrage atelier vient ainsi questionner une distinction socialement établie entre les artistes amateurs et professionnels dans le monde des arts graphiques, puisqu'il va accorder une valeur artistique et économique aux contributions de tous ses membres et considérer que les activités de création ne sont pas un passe-temps, mais un travail qui mérite donc une rémunération. Toutefois, un point important à noter, c'est que selon ce système initialement envisagé, et dont on n'a pas trace de l'évolution pour les années qui suivent, la rémunération ne semble concerner que la conception des visuels et pas le travail d'impression. Donc cette rémunération est partielle pour les visuels suffragistes, et au-delà de ça, le suffrage atelier va également soutenir l'activité professionnelle de ses membres, en leur permettant par exemple d'exposer et de vendre leur production artisanale personnelle. Donc l'hebdomadaire suffragiste The Vote rapporte par exemple en 1912 que la magnifique dentelle et les merveilleux travaux d'aiguille de Mrs. Ambrose Gosling étaient présentés à l'étage. Dans une autre pièce se trouvait une exposition individuelle d'habiles aquarelles et de charmantes lithographies de Miss Louise Jacobs. Au rez-de-chaussée, des cartes postales et affiches suffragistes du suffrage atelier lui-même étaient offertes à la vente et au regard. Donc on voit que là, on vend à la fois les imprimés du suffrage atelier et les imprimés personnels de Miss Louise Jacobs, par exemple. Le soutien à la professionnalisation des femmes dans le monde de l'art et de l'imprimerie se manifeste également au sein du suffrage atelier par l'organisation de séances de formation. Par exemple, le suffrage atelier incite les artistes établis à organiser des réunions locales pour encourager le dessin au pochoir, la gravure sur bois, etc., afin que les membres puissent s'initier et s'améliorer dans l'art de l'impression manuelle. De plus, il propose lui-même chaque semaine des séances de design, impression, dessin au pochoir et broderie. Cette diffusion des savoirs techniques au sein du mouvement suffragiste est tout d'abord envisagée comme une contribution indirecte à la cause. Un article d'un autre journal suffragiste, The Common Cause, rapporte par exemple dans cet article de 1909 « L'impression à la main est également pratiquée afin que la société puisse elle-même produire certaines de ses publications. Grâce à ce procédé, des caricatures peuvent être éditées très rapidement et à peu de frais.
Cela devrait s'avérer particulièrement utile en période d'élection, lorsque les images doivent pouvoir rebondir immédiatement sur l'actualité. La société serait ravie d'envoyer des travailleuses expérimentées pour s'occuper des visuels et de la décoration lors des élections, lorsque le temps et l'énergie des organisatrices et oratrices sont autrement requis. Toutefois, et au-delà donc de cette campagne pour le droit de vote des femmes, ces enseignements doivent également permettre d'élargir les perspectives professionnelles des membres du suffrage atelier. Donc un nouvel article de presse rapporte ainsi, c'est un petit peu long mais je cite quand même, « L'étendue véritable du travail du suffrage atelier est trop peu connue, à l'intérieur comme à l'extérieur du mouvement. Au vu de l'évidente campagne visant à exclure les femmes des industries de l'imprimerie, ce travail devrait attirer le vif intérêt et le soutien de tout le mouvement suffragiste. L'impression et la publication de visuels en noir et blanc ou en couleur, et l'initiation des élèves issus des écoles d'art à l'exercice, mécanique ou autre, de cette branche de la profession artistique, sont les missions endossées par le suffrage atelier avec un très grand succès. Il est admis qu'en matière de journalisme, de publicité et d'affiches illustrées, l'artiste, à sa sortie de l'école, en sait si peu sur le style et le sujet se prêtant le mieux à l'impression, que l'idée guidant son travail doit être choisie et développée pour lui avant qu'il ne l'exécute. Trop peu d'attention est accordée à la dimension pratique de la formation, c'est-à-dire à la valeur de marché de certaines activités, ce qui permettrait d'offrir aux étudiants en art non seulement une formation artistique, mais aussi une carrière professionnelle assurant une réussite commerciale certaine. Tel est l'objectif vaillamment revendiqué par le suffrage atelier. Donc, alors que justement la production de l'iconographie suffragiste, elle se reposait seulement sur des pratiques traditionnelles et artisanales, en revanche, les formations proposées par le suffrage atelier vont s'adapter aux demandes du marché. Puisqu'en effet, le développement de la presse illustrée et la publicité font naître de nouvelles opportunités professionnelles dans ce domaine, mais qui sont marquées par de rapides évolutions techniques. Donc, par exemple, l'essor de la photographie rend vite obsolète la gravure sur bois, qui est à cette époque déjà limitée à quelques imprimeries spécialisées. Donc, le programme des enseignements s'ouvre à des techniques industrielles plus récentes, comme la reproduction photomécanique, ce qui révèle ainsi le pragmatisme du suffrage atelier dans son soutien au travail des femmes. Le positionnement de cette société peut aussi s'interpréter comme une réponse à l'exclusion partielle des femmes des industries de l'imprimerie industrielle notamment, puisque son offre de formation va permettre d'acquérir des compétences techniques en dehors du schéma traditionnel de l'apprentissage, qui est alors de plus en plus fermé. Le suffrage atelier s'oppose aussi à un projet d'encadrement du travail des femmes dans l'imprimerie, qui est un projet porté par des députés et syndicats masculins, et qui constitue d'ailleurs un sujet d'inquiétude récurrent au sein du mouvement suffragiste dans son ensemble, comme l'illustrent par exemple ces extraits de pamphlets et d'articles de presse que j'ai reproduits ici. Donc j'aimerais maintenant revenir en deuxième partie sur les conditions de diffusion des imprimés du suffrage atelier. Donc ces visuels circulent tout d'abord au sein des cercles suffragistes par l'intermédiaire des journaux, puisqu'en effet plusieurs titres de presse suffragistes ont été lancés afin de faciliter la diffusion des informations relatives à la campagne ou à des problématiques annexes comme le travail des femmes, l'éducation ou la pauvreté. Surtout, ces journaux doivent constituer un lien permanent avec le mouvement, au-delà des rassemblements collectifs ponctuels. Ils doivent contribuer au développement d'un espace public alternatif qui va légitimer certains sujets de discussion, encourager l'expression d'opinions personnelles avec notamment le courrier des lecteurs, et des lectrices en l'occurrence, et faire circuler des textes et images produits par et pour des femmes. Donc, les dessins de presse du suffrage atelier sont essentiellement reproduits dans The Vote, qui est le journal hebdomadaire de la WFL. Donc, la WFL, c'est la Women's Freedom League, qui est une des 3 principales organisations suffragistes qui a été fondée en 1907. Cette collaboration se fait à l'initiative du suffrage atelier, qui début 1912 envoie des lettres à la direction de la WFL et à la maison éditrice de son journal pour proposer de fournir des caricatures et dessins de presse qui soient publiables dans The Vote, ainsi que des affiches et cartes postales. Et la WFL devant en échange s'engager à renoncer à produire ses propres visuels. Donc toutes ces propositions sont longuement discutées et les parties prenantes parviennent finalement à un accord qui prévoit notamment l'insertion de 2 illustrations dans chaque numéro de The Vote. Donc l'une en noir et blanc sur la première page, je vous ai mis ici 2 exemples, et ensuite une seconde illustration en couleur sur une feuille distincte, comme un supplément illustré en fait. Mais les exemplaires du journal qui sont aujourd'hui conservés dans les archives ne contiennent que très peu de ces suppléments, donc il est difficile de savoir combien ont réellement été produits. Mais en tout cas, une liste des affiches du suffrage atelier qui est reproduite dans plusieurs numéros du journal suggère que certains de ces visuels proposés à la vente en affiches ont d'abord été publiés comme suppléments. Cette forme de communication, en tout cas, est relativement nouvelle pour le journal The Vote, dont chaque exemplaire compte alors une vingtaine de pages, mais très peu d'illustrations,
à l'exception de quelques caricatures occasionnelles et surtout des publicités. Cette nouvelle collaboration vise donc à accroître la circulation du journal en même temps que la notoriété du suffrage atelier. Mais le succès de l'entreprise reste relativement modeste, en tout cas dans les mois qui suivent. Par exemple, la circulation de The Vote tourne autour de 13 000 exemplaires mensuels fin 1912, sachant que c'est un journal hebdomadaire, et sachant qu'environ 40% de ces 13 000 exemplaires sont destinés aux abonnés permanentes et aux branches locales qui n'ont pas vraiment le choix de s'abonner ou non. D'autre part, le développement de cette culture visuelle donc spécifique au mouvement suffragiste va aussi coïncider avec l'âge d'or de la carte postale, qui devient ainsi un support de circulation de ces images, mais aussi un objet de communication et de consommation. Les cartes postales et les affiches suffragistes vont faire l'objet de petites expositions, organisées soit par des associations locales, soit intégrées à des foires suffragistes beaucoup plus larges. Donc les cartes postales et affiches sont alors proposées à la vente auprès des membres individuels, ce qui permet au suffrage atelier d'enrichir sa trésorerie, tout simplement. Les cartes postales, elles sont présentées soit comme des objets souvenirs, soit comme un moyen de sensibiliser ses proches à la cause. Et les affiches, quant à elles, sont présentées comme des objets d'ornement et pas seulement comme des instruments de propagande. Donc, par exemple, le journal The Vote souligne que The Appeal, donc The Appeal, c'est l'affiche qui est à droite de l'écran. Enfin, ceci, c'est une carte postale, mais elle existe également en affiche. Donc, The Appeal, avec son ciel bleu et serein, apporterait une agréable décoration à n'importe quelle pièce. Ces produits sont donc en partie pensés pour l'espace domestique et non uniquement pour des réunions publiques et des manifestations. Toutefois, les suffragistes individuels ne sont pas la seule cible du suffrage atelier, puisque celui-ci espère également vendre ses affiches et cartes postales en plus grande quantité, donc, à des branches ou à des sociétés suffragistes. Donc, il cherche à se faire connaître en insérant des publicités dans la presse afin d'annoncer la mise en vente de nouvelles images. Donc celles-ci sont alors décrites en quelques mots, avec au minimum le titre et une mention du prix, mais elles ne sont pas reproduites. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran. Normalement, c'est une seule colonne, mais c'était vraiment trop petit, donc j'ai coupé en deux, mais ça occupe quasiment toute une colonne d'une page de journal. Le suffrage atelier fait aussi circuler des feuilles grand format, avec les visuels imprimés en miniature et en noir et blanc, pour donner un premier aperçu des images disponibles. Pour la diffusion de ces affiches et cartes postales au-delà de Londres, il peut aussi compter sur sa collaboration avec la WFL, qui dispose de nombreux relais et branches au niveau local. Enfin, en octobre 1912, le suffrage atelier lance un nouveau projet et annonce espérer recruter, je le cite, « une voyageuse, une femme dotée de charmantes manières et d'une grande détermination, pour rendre visite aux branches de sociétés suffragistes, son idée étant que toutes les branches de toutes les sociétés disposent d'au moins une affiche sur un panneau dédié près de leur boutique ou à leur lieu de réunion privée en échange de 2 livres par an. Et un appel aux dons est d'ailleurs lancé pour financer les déplacements de cette personne, mais il est impossible de retracer la suite du projet. En tout cas, ce que ça révèle, c'est que la vente d'affiches à des sociétés suffragistes en plus de personnalités individuelles, ça vise une diffusion au-delà du cercle des sympathisantes vers l'espace public. Les affiches et bannières du suffrage atelier deviennent alors visibles par une audience plus large. En ce sens, ces affiches et bannières vont contribuer à la quête de visibilité accrue du mouvement suffragiste, ce qui renvoie à une nouvelle stratégie développée dans les années 1905-1910, même si le mouvement dans son ensemble débute dès les années 1860. Le début du XXe siècle voit en effet émerger un suffragisme dit militant, qui délaisse la rédaction de pétitions et le dialogue avec les décideurs politiques pour se tourner vers des actions spectaculaires et parfois illégales. Donc celle-ci vise à attirer l'attention du grand public et des journalistes dans un contexte d'essor de la presse. La visibilité du mouvement suffragiste passe donc à la fois par des actions sensationnelles et par la visualité, et ces deux aspects se conjuguent dans l'organisation de manifestations dans les rues de Londres. Celle-ci constitue une occasion de déployer les bannières de ces organisations, y compris celles fabriquées et imprimées par le suffrage atelier, qui sur ce point semblent collaborer avec les différentes sociétés qui composent le mouvement. Mais la plupart de ces bannières n'ont pas survécu, donc il est impossible de savoir avec précision lesquelles emploient la broderie et lesquelles emploient une technique d'impression. Il y a juste des mentions dans la presse du type « le suffrage atelier a remis une bannière à telle branche locale de telle société », mais c'est rarement décrit, donc on ne peut pas vraiment à savoir à quoi ressemblaient les affiches. Je montre juste ici 2 exemples. D'abord ici, une bannière qui sera créée plus tard, fin 1912, à l'occasion d'une marche suffragiste qui allait d'Édimbourg à Londres. Donc quelques photographies qui ont été prises dans la région de Belford, dans le nord de l'Angleterre,
permettent d'identifier l'illustration qui est reproduite sur leur bannière qu'on voit en tout petit. Donc, c'est en fait un visuel dessiné par Louise Jacobs pour le suffrage atelier et qui a également été publié en affiche et carte postale, comme ici sur la droite. Un autre exemple, c'est une sorte de pancarte qui a été ici photographiée en octobre 1911 à l'occasion de la libération de Clemence Haussmann, qui était une artiste du suffrage atelier emprisonnée pour résistance fiscale, ce qui était une autre technique employée par les suffragistes pour faire campagne. Donc ce visuel est là aussi décliné en affiche, en carte postale et en couverture de pamphlets. D'une manière générale, tous ces cortèges doivent démontrer l'ampleur du soutien à la cause qu'ils vont imposer dans le débat et dans l'espace public. Donc Lawrence Haussmann, qui est le frère de Clémence et qui est également un illustrateur et écrivain membre du suffrage atelier, explique dans son autobiographie « Il devenait de plus en plus difficile de dénigrer un mouvement qui pouvait interrompre la circulation de Londres grâce à des cortèges longs de 2 ou 3 miles, de bout en bout ornés de centaines de bannières, certaines d'entre elles de grande taille. Tandis que dans leur rang, des personnes des plus surprenantes témoignaient de leur soutien à la cause. » Donc, la dernière grande procession suffragiste a lieu en juin 1911 et le suffrage atelier réalise à cette occasion plusieurs bannières. Et c'est suite à cette procession et en l'absence de nouvelles manifestations prévues à Londres que le suffrage atelier décide en fait de réorienter ses efforts pour se tourner davantage vers la conception et l'impression d'affiches. Il annonce ainsi en décembre 1911 le lancement d'une grande campagne d'affichage dans tout le pays, car le mouvement suffragiste, et d'une manière générale pas seulement le suffrage atelier, est l'un des premiers à transposer au champ politique le nouveau genre artistique de l'affiche illustrée, qui doit donc mêler un texte et images à visée narrative à des fins qui sont initialement publicitaires et commerciales. À partir de fin 1911 ou début 1912, les affiches du suffrage atelier sont ainsi exposées sur les murs des gares ferroviaires, avec également les panneaux publicitaires et les vitrines des boutiques suffragistes et branches locales. Une militante suffragiste citée dans un rapport annuel y voit ainsi une façon des plus instructives d'enseigner notre foi au public extérieur. Le recours à l'affiche facilite le rayonnement du suffrage atelier en dehors de Londres. Donc, par exemple, lorsqu'il y a des élections législatives partielles, on ouvre une boutique temporairement dans cette ville-là et dans ce cadre-là, les affiches du suffrage atelier sont affichées en vitrine. Également sur cette photo, on peut voir une branche de la WSPU à Reading. La WSPU, c'est une autre société suffragiste avec 2 affiches illustrées du suffrage atelier. Et on peut également retrouver la trace d'une affiche qui a été publiée en gallois et qui ne semble pas avoir été déclinée en anglais, ce qui suggère en fait une diffusion seulement régionale de cette affiche. Donc pour conclure très rapidement, l'analyse des archives du suffrage atelier et des principales organisations suffragistes révèle que cette société d'artistes voit dans les objets imprimés et notamment dans les affiches et cartes postales une source d'émancipation pour les femmes. Cette émancipation doit être politique, puisque les affiches et cartes postales vont contribuer à la visibilité du mouvement suffragiste et à la quête de nouveaux soutiens, ce qui est censé déboucher donc sur l'abolition du critère de sexe dans les conditions d'accès au corps électoral. Mais cette émancipation est aussi économique, puisque la production d'imprimés est envisagée comme une activité financièrement intéressante et socialement valorisante pour les femmes, une source de revenus et d'indépendance, malgré les obstacles que leur oppose le reste de l'industrie de l'imprimerie à cette époque. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.